Bonjour, bonjour à tous, bonsoir à tous, bonsoir à tous, en direct de Pointe-à-Pitre, en direct de la rue Frébeau. Je suis devant la voiture de Maître Gélabal, la voiture incendiée de Maître Gélabal. Je suis devant son immeuble, devant son cabinet. Regardez, et je vous montre les traces des flammes. Voici le premier étage, au-dessus, là où elle occupe. Donc c'est son cabinet, c'est aussi ses appartements. Donc voilà, je suis descendu aujourd'hui pour m'entretenir avec Maître Gélabal. 24 heures après ce drame, 24 heures après cet incendie, vouloir savoir dans quel état d'esprit est Maître Gélabal, savoir aussi tenter de comprendre avec ses mots, lui donner la parole pour qu'elle puisse déjà elle-même, comment dire, s'exprimer, qu'elle puisse aussi extérioriser parce que c'est pas moi de deviner, mais je suppose que ça doit être assez traumatisant quand même. Donc, Maître Gélabal est en train de s'entretenir avec quelqu'un et va nous et donc on va s'entretenir ensemble. On va s'entretenir ensemble. Donc voilà, je m'en vais l'interroger tout de suite. Je vous montre à l'intérieur de la voiture quand même avant. Regardez, regardez l'intérieur de la voiture. Regardez. Donc voilà. Alors nous allons nous entretenir avec Maître Gélabal. Maître Gélabal, bonjour, bonsoir. Bonsoir Jimmy, bonsoir à tout le monde, bien sûr. Bonsoir à vous tous. Alors Maître, je vais vous donner le micro, on va se l'échanger comme ça régulièrement, puisque ça va être un entretien. Et ma première question, elle va être simple. Avant de parler des faits, c'est comment vous sentez-vous après cette nuit du 5 au 6 janvier où justement la voiture a brûlé, où les flammes sont montées jusqu'à hauteur de votre appartement. Et j'ai appris aussi que vous n'avez pas pu sortir, vous ne pouviez pas sortir car les flammes étaient devant votre immeuble. Alors dans quel état d'esprit êtes-vous aujourd'hui? Eh bien écoutez, aujourd'hui j'ai reçu quand même beaucoup de soutien. Beaucoup de soutien des membres du barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélemy. Énormément de messages, d'affection, de tendresse et d'encouragement de mes amis, de mes proches et d'hommes et de femmes politiques aussi en Guadeloupe qui sont évidemment consternés par la situation. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, peut-être grâce à tout ça, on essaye quand même de se poser, de faire redescendre la pression parce que je ne vous cache pas que jeudi à 3 heures du matin, 3h30 avec mes enfants à l'intérieur, on a vécu pour nous, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, ce qui a été le pire et ce qui aurait pu être encore pire parce que mes enfants et moi, on s'est vu quand même mourir, quoi, hein, très clairement. Voilà. Alors justement, euh, permettez-moi de revenir sur cette nuit. Pouvez-vous nous raconter comment vous avez vécu les choses, s'il vous plaît? Eh ben, c'était une nuit terrible, hein, atroce, hein. Moi, j'ai été réveillée par l'un de mes chiens, parce que j'ai deux chiens. J'ai été réveillée par l'un de mes chiens qui est arrivé rapidement donc, dans ma chambre. Je me suis rendue dans le salon puisque j'ai senti une forte odeur de fumée. J'ai même pensé qu'effectivement les récents événements que nous avons vécus allaient peut-être reprendre. Et j'arrive dans ce salon et je m'aperçois que tout l'appartement est rempli de fumée. C'était impossible de pouvoir respirer et j'avais une très grande flamme, hein, vers moi. Je suis au premier étage, donc il y avait une très très grande flamme au niveau du balcon qui venait de l'extérieur, mais qui donnait le sentiment qu'elle allait rentrer dans la maison. Voilà, donc j'ai été réveiller tout de suite les enfants en leur disant qu'il y avait un incendie à l'extérieur qui allait rentrer dans la maison. On a essayé de descendre donc, au niveau de la porte d'entrée qui se trouve ici. On n'a pas pu, on a entendu du monde qui nous disait de ne surtout pas ouvrir puisque les flammes étaient juste derrière la porte. Vous voyez comment le véhicule est positionné. Les flammes étaient devant la porte d'entrée.
Voilà, donc on connaît les immeubles, surtout les immeubles à Pointe-à-Pitre. C'est quasiment, enfin, c'est la seule issue à part le balcon. Donc, vous voyez, on était vraiment fait comme des rats, j'ai envie de dire. On a dû remonter, paniquer, et puis avec donc mes trois enfants mineurs à rassurer et qui se demandaient, enfin qui disaient très clairement qu'ils allaient mourir. Donc à ce moment-là, on est maman, on prend sur soi, on essaye d'être plutôt calme, on prend sur soi, et puis on essaie de chercher des solutions. Donc je me suis rendue sur le balcon, tout à fait à droite, puisque je ne pouvais quasiment pas ouvrir les fenêtres, je ne pouvais pas les ouvrir. On m'a d'ailleurs demandé immédiatement de les fermer, mais on a pu me dire de me rendre justement sur le fond, à l'arrière de l'appartement, en m'indiquant que les pompiers avaient été appelés et qu'ils n'allaient pas tarder à venir et que c'était un véhicule qui avait pris feu. Vu l'emplacement de la grosse flamme, j'ai compris effectivement que c'était mon véhicule. Donc les enfants aussi l'ont compris, donc angoisse supplémentaire. Il a fallu aller se cacher rapidement dans une pièce. On manquait vraiment d'oxygène à un moment donné. Heureusement, la clim fonctionnait, donc j'ai pu mettre une clim dans la chambre. Et puis, entre-temps, donc les pompiers sont intervenus et on a pu être extirpés de là, j'ai envie de dire. Hein. Ils ont éteint les flammes, ils sont venus, ont vérifié s'il y avait du monde à l'étage. Dieu merci, mes voisines n'étaient pas là à ce moment-là, elles sont en déplacement depuis quelques jours. Mais c'est vrai que c'est un événement douloureux parce que très sincèrement, on s'est vu mourir. Hein. Je me suis vu mourir, moins qu'à moi, avec Timon en moins, dans un appartement en moins. Voilà. Et puis surtout, voie cabinet en moins aussi. Peut-être qu'à fait, dossier à client, ordinateur, tout ça effectivement c'est du matériel, mais sur le moment on pense effectivement à pouvoir se sauver et au moins en tout cas que Timoun en moins sorti vivant dans ça quoi. Voilà. Oui, parce que c'est ça, nous avons, nous a dit effectivement le cabinet de maître Gélabal, nous a parlé de vous en tant qu'avocat, mais où sont mamans enfants, où sont parents, et surtout c'est aussi case là, Léo qui a arrêté là aussi, donc pas seulement cabinet d'avocat là qui prend, c'est case là qui a arrêté là aussi, quoi, avec tout traumatisme là qui n'y avait. Oui, parce que ni quelque temps on prend engagement, hein, c'est-à-dire fait travail d'avocat en moins à fond, encore plus à fond. Et donc, l'on a des engagements comme ça, surtout avec période là, ça. Donc, ou des rois, ou en cabinet, avec période là, ça. L'école qui a ouvert, qui a fermé, Timoun qui a l'école, peut pas l'école, ni masse, pas ni masse. Donc, on prend la décision, on prend décision là, effectivement, vivre Adam immeuble à cabinet en moins. Ça qui est plus pratique pour moi pour gérer, puisque faut nous dire, hein, Niolo, madame qui est avocat, je dis là, tout partout dans le monde, et la Guadeloupe ne fait pas exception. On a énormément de femmes avocates, et c'est l'une des problématiques de pouvoir gérer ses enfants. Donc on essaie de trouver des solutions pour concilier les deux, mais au-delà de ça, c'est surtout une manière de pouvoir exercer mon métier pour être au plus près des gens, avec une proximité, une disponibilité, comme celle qu'on a connue dans notre barreau traditionnel. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'on a effectivement un métier d'avocat qui évolue peut-être trop rapidement, avec des mœurs totalement étrangères. Et en Guadeloupe, les gens ont toujours été très proches de leur avocat. Ils ont toujours eu des avocats de famille, comme ils ont eu des médecins de famille. Et c'était important pour moi de pouvoir recoller avec cette culture-là et de permettre qu'à tout moment, je sois disponible et joignable pour ma clientèle et que je sois à disposition, que ce soit pour mon métier et pour mes enfants. Donc c'était plus facile et plus évident de concilier les deux. Donc les gens du quartier, bien évidemment, savent que effectivement Medji la balle est là, que mes enfants sont là, que ceci est mon véhicule. Le véhicule est garé devant l'immeuble de mon cabinet et de mon domicile. Voilà. J'allais finir, mais oui, continue. Il est apparu, en tout cas, hein, évident pour beaucoup qu'il s'agit d'un incendie ciblé et d'ailleurs volontaire. Et je prends toute la responsabilité de ce que je dis, puisque effectivement je suis avocate. Il y a des constatations qui ont été faites par les services de la police. Donc la police scientifique est venue sur place. Et elle a eu à relever que
l'habitacle, enfin le véhicule était tellement détérioré, vous l'avez vu, il est tellement détérioré. Le feu est monté tellement haut. Donc, et ça ne peut pas avoir été fait tout seul, d'accord, sans aucune intervention extérieure en tout cas. Et puis, deuxième élément, c'est qu'en fait, il a été retrouvé une bouteille, une petite bouteille donc en verre dans le véhicule. Donc voilà, il y a des investigations qui vont être faites. Et puis une plainte qui est en cours, puisque les avocats du collectif auquel j'appartiens sont mobilisés pour que effectivement on retienne aussi l'infraction qu'il convient de retenir. Moi, quand je vois ça, si j'essaye d'être objectif, parce que c'est vrai que je suis avocate, mais il faut quand même essayer d'être objectif. Objectivement, on monde qui a une voix moins conserve en situation comme ça, en cas de est-ce ni monde qui pas content, est-ce ni monde qui jamais en menace, est-ce qu'il monde qui est-ce qu'on fait ces temps-ci, est-ce qu'on parle trop, et en cas quoi que toute la Guadeloupe savent aujourd'hui là que Benji Labal ni en engagement, il prend des positions ces dernières semaines là, en poco j'ai caché contestation au moins, et position au moins contre ça qu'a créé un État français on peut dire y aller, puisque un magistrat dit moi que c'est ça, tout à fait colonial en Guadeloupe et qui ne dit pas son nom. Je crois que tout le monde a compris en Guadeloupe que l'une des missions de Benji Labal et qu'on a assumé jusqu'au bout, c'est de mettre ce système-là sans lumière et de faire en sorte que ce système-là, à un moment donné, il faut qu'il tombe. Et donc ça passe par les armes de chacun. Les syndicats ont leurs armes, les militants ont leurs armes, les travailleurs ont leurs armes, les mamans enfants, les papas Timouni Armayo, nous vont l'aide des 3 barrages qu'il y a des familles qui étaient cabarées. D'accord? À partir, il y a parlé de délinquance, etc., etc. Il y a des gens aujourd'hui en Guadeloupe qui dit que nous avons une crise sociale au-delà de la question de l'obligation vaccinale. C'est une crise sociale profonde, puisqu'il y a des problèmes qui remontaient. Et tout ça pour dire comme ça que dans toute ambiance là, ça, l'on voit d'autres confrères engagés ou non engagés, puisque ni en l'eau avocat qui viennent pour défendre ces gens-là qui étaient inquiétés dans le cadre des manifestations que nous voyons, des barrages et puis etc. Ni en l'eau avocat qui étaient engagés, l'on voit effectivement yoka voit que finalement tout ça yo fait nous debout quand même, eh ben ni des solutions, chaque monde ni solution à yo, mais on prend toute responsabilité en moins l'on voit en cas dit ça qui fait là son bitin volontaire contre moi, contre personne en moins, tout le monde qui vient ici dans vous-même ou vient voir Jimmy ou car nous pas besoin expert à pombitin pour comprendre ça y fait, et nous savons très bien qui moun qui en mesure de faire des bitins comme ça presque sans laisser trace, d'accord. Donc en cas lâcher ça j'en y a lâché avec toute liberté en moins, et pour moun savent aussi parce que yo bon moi on le soutient et en cas remercier ces moun là, hein, Facebook, internet, tous les réseaux, WhatsApp, SMS, etc. On recevoir vraiment le soutien, ça a moins force. Et puis surtout, ça a dit nous comme ça, que le combat là que nous caminons là, c'est un combat qui juste. Son combat qui juste nous pas, donc combat à chaque monde, vous qui voyez là, donc vous faut recevoir, etc. Nous pas en long ring. Bitin là, c'est très sérieux. Nous avons un contexte qui est grave. Nous avons un paquet de familles qui a souffert en Guadeloupe, qui n'a pas qu'à manger. Heureusement que nous avons solidarité, ils ont payé ici manger, mais qui pas ni salaire. Si nous avons pressé la rue là parce que nous avons l'eau, ils suspendent, nous avons l'eau soignant qui suspendent, que ce soit soignant à CHU ou soignant libéral qui suspendent et qui ont retrouvé avec des petits gens qui sont obligés de rentrer ici dans Guadeloupe parce qu'ils ne peuvent pas manger en bas, ils ne peuvent pas payer le loyer en bas là. Tout ça, parce que effectivement, malheureusement en Guadeloupe, nous n'y plus zèle qui toute administration française en France, parce qu'en Guadeloupe, les services publics et à la tête de c'est là qui a dirigé là, ni en gestion que yo ka considéré comme taillot, mais c'est en gestion qui est très très loin du peuple. Et en cas dit encore avec toute responsabilité en moins parce que on ni à défendre clavier dans le dossier là
comme directeur à CHU là. Et c'est vrai que pour ces gens là qui étaient dans l'audience là, ça, nous apprendre et nous comprendre, pour ceux là qui partent savent là, ils apprendre et nous comprendre encore plus qu'à quitter difficulté à CHU là, son procès qui explique nous situation à CHU là, pas un procès, pas procès à clavier, c'est procès à la situation sanitaire, à la santé, à la politique de santé publique en Guadeloupe, d'accord. Et ça, nous réaliser, c'est que au-delà de la politique de santé publique de l'État français, nous avons malheureusement aujourd'hui en Guadeloupe, il faut le dire, que ce soit des frères ou des sœurs guadeloupéens, des gens qui, et d'ailleurs le disent eux-mêmes, donc je ne fais aucune diffamation en disant ça, se disent être zélés, et bien zélés, et peut-être même bien trop zélés pour comprendre qu'à un moment donné, il faut arrêter. Il y a le droit, et d'ailleurs, on n'a pas qu'à crier ça le droit non plus, parce qu'au-delà du droit national, il y a un droit international. Au niveau international, là, je dis la France, comme ça, que l'obligation vaccinale, c'est niet. Normalement, pour moun pas mettre obligation, bah pour moun, d'accord. Donc, sans TV 10 autres, c'est que, je dis là, nous avons un combat quand même qui est important. On paquet soignants, donc suspendus, d'accord, alors que c'est des gens qui défendent le droit à vie à eux. Nous voyons actuellement qui genre l'État français décide de gérer crise là ça et comment aujourd'hui en Guadeloupe nous attendons voir qui genre préfet là qui décliner toutes ces décisions là qu'il prend là avant même l'arrêt sa loi la fin voter. Donc ça veut dire qu'il faut nous vigilants et les gens qui vigilants qu'ont les avocats, qu'ont les militants, qu'ont les salariés vaillants, qu'ont les chefs d'entreprise vaillants aussi, parce qu'il y a ça, et bien tout est bon finalement pour essayer de faire fermer bouchard. Justement, là nous rentrons en là, parce que moi en savant connaître vous, et en cas de témoigner bah, les internautes, parce que vous et moi, on t'a crié, on joue pour être avocat d'affaires au moins, si on business quand t'es lancé, que tout le monde connaît à qui business que ça y est, mais nous pas là pour ça, pour parler de ça là. Et réponse à un peu que j'ai oublié, parce que vous font l'autre travail pour nous, et vous dit moi Jimmy, j'aurais bien aimé t'accompagner, mais là je me suis engagé pour la Guadeloupe. Là je vais arrêter plein de dossiers. Là je vais me consacrer à la Guadeloupe, aux affaires judiciaires de la Guadeloupe, parce qu'il y a une justice coloniale là qui est en train de condamner nos jeunes. Il y a beaucoup de nos jeunes, beaucoup de Guadeloupéens qui se font condamner injustement. Il faut que je me consacre à cette cause et donc je ne pourrai pas me consacrer aux affaires. Donc ça en TV base témoignage là ça les internautes en savent qu'au cas songer puisque c'est vous qui dites moi ça. Mais depuis nous restons en contact et surtout en voie au cas défendre Elito Mota contre un patron du MEDEF qui était accusé de bousculade et de autre chose ou gagné pour cela. En voie aussi monter au créneau pour Jeune Guadeloupe qui a été arrêté ces barrages de manière très facile en qu'il essaie exprimer aussi ça et au monter au créneau et au réussi libérer Tibouga. Donc nous avons un engagement là où en tribunal là, où nous avons un engagement qui est très fort, où nous avons une éloquence qui est très fort et qui font le monde paix en disant là. Et nous avons le monde, suite à ça, ils ont la joie de la qui arrive, ils disent ah Josélène, ils ont besoin de faire paix parce que Josélène a fait trembler. Quand on a pensé de tout ça, nous sortis parler là. Alors en passant si on a fait monde trembler, je crois que à dans période là ça, il faut sentir l'on voit où ni on virage, on tournant qui prend. Faut nous comprendre, il faut nous accepter que le monde a changé. Le monde a changé et ni en vision. Il y a une vision sur laquelle nous avons à réfléchir, nous-mêmes en tant que Guadeloupéens, à savoir ce qu'on veut pour nous. Je fais partie d'une génération de Guadeloupéens qui a été à l'écoute et qui a eu la chance d'apprendre, de connaître un passé douloureux de nos compatriotes guadeloupéens, notamment les événements de mai 67. Parce que voilà une situation où, effectivement, pas grand-chose en était dit. Ces familles étaient paix, des toits étaient honte, il y a un rapport qui sortit, et puis tout de suite, les langues commençaient à délier, des livres commençaient à écrire, et mon génération au moins commençait à ouvrir
alors que tout avait été fait pour qu'elle nous t'ait gardé vers l'extérieur, pour qu'elle nous paie partir en études à l'extérieur, et puis bah, l'extérieur compétence en nous, et puis le mieux possible la France, qu'elle nous pas revine. Donc grâce à des dispositifs que mon cas critiqué jusqu'à maintenant, parce que à pas quémander, l'on va financer voyage à étudiants en France, et on a fait la promotion de ça pour expliquer mon soi-disant que c'est en France et à l'étranger que nous ni meilleur enseignement. Ou qu'on oublie de dire aussi que c'est parce qu'en Guadeloupe, ou pas qu'à faire ça, il faut pour Guadeloupéens rester formés ici dedans. Donc, ils formez nous à quitter le pays en nous, génération au moins, ils formez nous à voir le meilleur ailleurs et surtout à pas revendre du tout. Et là, il y a un bitin qui fait depuis quelques années là, c'est que génération au moins qui prend conscience de ça. Et en cas parler au ça vraiment en loquet parce que on c'est moun margalante aussi hein. Papa moi c'est moun petit bout, maman moi c'est moun grand bout. Donc on grandit en fait en Guadeloupe mais on grandit à Margalante. On prend bac en moins Margalante donc on savent que ça y est. Hein, l'insularité profonde nous savent que ça y est. On va faire une bac à Margalante ou qu'à vin faire études à minimum en Guadeloupe. Moi parti directement en France parce que on parcours un peu spécial dans le droit qu'on prend. Nous en fac de droit ici dans on besoin faire un stage donc on IUT, pas une IUT carrière juridique ici dans. Mais donc on savent douleur là pour famille là et puis surtout on savent que ça y est presque coupé en cordon. Et donc ou qu'a fait étude en bas là en tête ou pas carrévine. Là faut faire étude, ou qu'a fait timoun, ou qu'a trouver un travail ou installer, peut-être ou qu'a louer en case ou qu'a acheter en case et puis c'est comme ça yo qu'a prend nous. Et l'avantage, c'est que à force que on y en génération qui acceptait mission Ayo, parce que chaque génération de mission Ayo, ni une génération qui depuis quelques années acceptait mission Ayo, qui de transmettre nous l'histoire. Et ça qu'a fait depuis quelques années par des historiens, d'accord, des historiens guadeloupéens, en insistant à ça, parce que nous commençons ni marque histoire en nous écrite par des inconnus. Donc en Guadeloupe, on y a un bitin qui basculait parce que l'histoire on nous commençait à écrire par des Guadeloupéens, peut-être engagés, mais il n'y a pas dit engagés uniquement parce que c'est des Guadeloupéens en fait, hein, tout simplement. Union français qui a écrit un livre d'histoire en France sur la commune de Paris, au pays 10 sont français engagés. D'accord, c'est un professeur historien, son historien. Et si dans depuis quoi parler de la Guadeloupe, et depuis quoi mettre la Guadeloupe en avant ou engagé. D'accord, non, ou quoi affirmer qu'ils sont Guadeloupéens. Donc ni tout travail là ça qui fait. Et puis génération au moins prend travail là ça nous bouille. Moi, rentré ici après les mouvements de 2009, après le mouvement de 2000, en rentrant en 2010, on était en télé en moi, on dit qu'on ne peut pas arrêter là. On était déjà ni CDI en moi, on était déjà qu'à travailler en cabinet d'avocat, on dit non, on lâchait tout ça, on vient ici dedans. On trouvait le moyen pour ni diplôme en moins dans la foulée, on installait cabinet en moins tout de suite. Encore remercie d'ailleurs tous ces confrères là qui font moins confiance, les confrères de départ qui permettent de me former moi en des dossiers. Donc tout ça pour dire que nous avons un cheminement qui a fait, cheminement personnel en moi, c'est presque cheminement à chaque Guadeloupéen de génération, moi, à rythme à yo, à moment à yo. Mais sans qu'à voir, c'est que yo qu'à rentrer, petit à petit, yo qu'à revine. Même si tout est fait pour yo parti, yo qu'à revine. Et yo qu'à appuyer yo en les travail là qui fait par les historiens guadeloupéens, par les enseignants guadeloupéens, par les mouvements culturels guadeloupéens qui se sont emparés de tout ce pan de l'histoire guadeloupéenne là aujourd'hui, d'accord, parce qu'il y a défilé à Adam Massépin qui dit regardez les costumes et tout, chaque costume il y a une histoire, il y a un message. Donc là on a été un peu plus attentif à ça ces dernières années. Les syndicats ont fait le travail qu'il faut, même si tu sais il y a parfois demandé les syndicats prendre des fois des missions qui partent à yo. En syndicat, pas en mouvement politique. Les politiques qui travaillent à yo a fait. Et ça, je crois qu'à un moment donné, il faudra qu'on y rentre encore plus en profondeur hein, sur la question de l'engagement Guadeloupe de nos politiques. Et en cas, mettez-moi dedans, que Dieu, pourquoi t'allais. Donc, ni tout travail là, ça qui fait, qui permettent que, à un moment donné, on peut poser la question de qui mounouye, au là, au cas, et de avenir au là, qu'on peut préparer bâtiment là. Donc, raisonnement là, ça en fait. Et on fait jusqu'à travailler en moins, métier d'avocat en moins. Et c'est là qu'on réussit à comprendre et on voit l'histoire du barreau guadeloupéen. Parce que c'est vrai que j'entends souvent
En ce moment, c'est important. J'entends souvent des gens décrier aussi, et puis à tort ou à raison, se plaindre de ce que pendant très longtemps, en tout cas pendant cette crise-là, les avocats étaient taisants. Mais faut autres savons bien, hein. Un avocat, ça est un humain, ça reste une personne, ça reste un citoyen. Et malheureusement, et je le dis toujours, dans un pays, dans un État, il suffit de regarder l'état des médias, l'état de la justice, et donc singulièrement des avocats, pour savoir si ça va, si ça ne va pas, ou à qui niveau qui se relayer. Et ça, l'État français le sait. L'État français sait à quel moment il viendra tester. D'accord? Donc, on n'est pas dupe. Et moi, pas dupe dans ces bitins-là, ça. Ensuite, c'est vrai que les autres au courant, hein, nous, à dans le collectif là, ça, nous j'avouons. Regarde où ça fâche, Bobokari, jaune, nous j'avouons. Mais nous, c'est des avocats, des avocats engagés, mais nous, c'est des avocats guadeloupéens. Tout court. Pour moi, un avocat guadeloupéen, c'est un avocat qui défend les intérêts de la Guadeloupe et les intérêts du peuple guadeloupéen. Pas un avocat qui vient, qui est installé cabinet en Guadeloupe et qui dit, bon, adresse en moins, c'est la pointe, ou adresse en moins, si on l'arrive à Bastère. Non. Nous avons une histoire tellement singulière en Guadeloupe qui fait que l'on voit un avocat qui dit ils sont un avocat guadeloupéen, il nous toute histoire à la Guadeloupe qui est capotée et il nous toute histoire à Barreau Guadeloupe qui est capotée. Pourquoi? Parce que l'histoire à Moun Guadeloupe, c'est l'histoire à la liberté. Et qui dit liberté dit protection de cette liberté-là. Et les avocats sont les premiers devant. On connaît tous les grands procès. Nous connaissons tous les grands procès, tous les avocats qu'on voit à l'époque, Rhodes, etc., etc. C'est des mouns, même le bâtonnier Eslin, qui est encore là. C'est des gens qui ont été engagés dans la lutte pour la liberté humaine et particulièrement pour la liberté des Guadeloupéens, très souvent dans des combats de lutte syndicale, parfois, ouvrière, mais des combats de lutte sociale. Alors, c'est très important ça au Kadila, ça fait vraiment plaisir puisque ça entretient nous ni là, parce que souvent quand on repose c'est qu'elle est la jeunesse qui a au point mouvement, il a oublié le passé et il a fait comme si rien pas existé avant. Et là c'est le contraire au niveau des avocats, au niveau à niveau A, c'est qu'on a servi de l'histoire pour prendre plus ballon. On montre qu'on gère Archimède par exemple, on a supposé qu'il peut pas laisser indifférent parce que ça c'est nouveau surnom. Ah là là, alors là, sincèrement, mon pas même qu'à quoi que mon arrivé à Tizorteil à la grande dame Géantier Archimède et après elle aussi la grande dame Lucette Michaud-Chevry, tout ça, ce sont des caractères, parce qu'il faut pas oublier qu'elle était aussi avocate. Géantier Archimède, c'est une femme qui a tout consacré en fait à la lutte d'abord sociale, puisque de par sa mission de députée, puisqu'elle est la première d'ailleurs en Guadeloupe, de par sa mission de députée, elle a eu à se battre pour exiger en fait que le Guadeloupéen puisse avoir tout simplement les mêmes droits que les citoyens du pays qui occupent ce territoire et prétend devoir l'occuper encore un moment. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on décide que vous êtes citoyen d'un pays, le raisonnement de Géantier Archimède, c'était de dire, mais écoutez, puisque, en plus de Gaulle, ou je ne sais plus trop qui, est venu nous dire que nous sommes franchement de vrais Guadeloupe, de vrais Français, eh bien écoutez, il faut qu'on ait les droits qui sont octroyés aux Français, et notamment les droits sociaux. Donc c'est une femme qui s'est vraiment battue pour l'avancée des droits sociaux. On en a d'autres qui se sont battus pour l'avancée des droits économiques et celle l'a fait, que ça soit à l'Assemblée nationale, que ça soit dans sa mission d'avocat. Donc dans sa mission d'avocat, elle s'est battue. Si vous voulez, elle serait certainement très loin par rapport à ce que nous on fait, mais comment dirais-je, l'engagement est le même. Parce qu'en réalité, finalement, on retrouve les avocats guadeloupéens ou les avocats les plus engagés dans des luttes ouvrières. Des luttes ouvrières où la misère sociale
est encore plus palpable que les autres domaines. Donc c'est là qu'on est, parce que c'est là que les gens sont les plus, comment dirais-je, les plus vulnérables. C'est à côté du vulnérable qu'on arrive à extraire, de par notre mission d'avocat, la nécessité donc de faire valoir donc des droits sociaux. Quand on plaide dans des affaires devant le conseil de prud'homme pour des salariés, par exemple, qui sont victimes d'employeurs, sont victimes donc de bas salaires, sont victimes comment dirais-je, de problématiques liées aux difficultés d'accès à l'emploi, sont victimes de licenciements économiques complètement infondés, sont aujourd'hui victimes, comme le sont les soignants, de suspension de leur contrat de travail. Tout ça, ce sont des droits sociaux. Et tous ces droits-là, ça, c'est devant les tribunaux que les avocats font le travail pour pouvoir effectivement les protéger. Donc, oui, je crois que, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons à se réapproprier, à se rattacher à ce qu'a été notre barreau traditionnel. Et c'est vrai que beaucoup ont eu à déplorer le fait, et je reviens sur ça, que les avocats parfois étaient très peu présents ces 2 dernières années. Mais il ne faut pas oublier que beaucoup d'entre nous font l'objet effectivement de tentatives, j'ai envie de dire, d'intimidation, qui nous poussent parfois à rester un petit peu dans le cadre de nos dossiers dits de droit commun, plutôt que d'aller sur des dossiers qui finalement deviennent des dossiers politiques. Mais je rassure quand même les Guadeloupéens, il y a des avocats qui sont là, qui ont pris l'engagement de le faire. Il y en a qui le font aussi en tout anonymat. Il faut quand même qu'on les salue et qu'on les remercie pour ça. Et c'est avec le travail de tout le monde, comme je l'ai dit, les avocats, les militants, les salariés, les patrons qui résistent, que nous allons pouvoir nous en sortir aujourd'hui en Guadeloupe dans cette situation-là. Alors, l'entretien est un peu long, mais on essaie d'aborder plusieurs aspects de la justice et de ce que vous faites, vous, de votre engagement. Et parmi cet engagement, Maître Gelabal, il y a la jeunesse. La jeunesse, on a beaucoup entendu parler de la jeunesse durant ces 2 derniers mois. Une jeunesse que vous défendez régulièrement à la barre, puisque régulièrement, durant toutes ces dernières années, vous avez eu à sauver des jeunes de condamnation, ou en tout cas de réduire certaines condamnations. Parlez-nous un petit peu de cette jeunesse qu'on n'entend jamais, parce que cette jeunesse, elle est incarcérée, et quand elle est incarcérée, on ne l'entend pas. Mais vous la côtoyez. Parlez-nous de cette jeunesse et parlez-nous des événements derniers au niveau judiciaire. Comment s'est déroulé le jugement des jeunes qui ont été arrêtés sur les barrages? Bon, alors, la jeunesse en Guadeloupe, elle est une, mais elle est également multiple. Vous avez une jeunesse, celle dont on dit qu'elle est effectivement bien rangée. Par cela, j'entends la jeunesse qui fait des études, qui parfois est soutenue ou pas par ses parents, mais qui tant bien que mal arrive à s'en sortir et à obtenir donc des diplômes dans les secteurs qu'ils veulent ou qu'ils ne veulent pas, qu'ils ont désiré ou qu'ils n'ont pas désiré. Vous avez cette autre jeunesse qui finalement est présente donc en Guadeloupe, mais fait de son mieux parce que peut-être trop peu diplômés ou alors trop diplômés, mais ayant cette motivation de rester en Guadeloupe, mais qui n'arrivent pas à trouver finalement donc un travail à la hauteur de leur diplôme, à la hauteur de leurs compétences aussi, d'accord? Parce que un jeune, c'est peut-être pas toujours des compétences qui ont été démontrées, mais quand on embauche donc un jeune, c'est d'abord des qualités, c'est d'abord investir sur un avenir, donc on investit sur ça. Donc on a donc cette deuxième jeunesse-là qui subit des jeunes qui par exemple ont un diplôme d'ingénieur et qu'on retrouve dans les caisses de nos grands supermarchés, il y en a. Des jeunes qui ont un Master 2 ou un Master 1
qui se retrouvent, comment dirais-je, à faire de l'accueil dans je ne sais trop quel établissement. Il y en a. D'accord? Non pas pour dénigrer, ce n'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, on a tellement poussé nos jeunes à mieux se former, à aller vers l'excellence, parce que qu'est-ce qui réveille un peuple? Qu'est-ce qui fonde une économie? C'est l'excellence de travail du peuple. C'est cette force-là, c'est cette force active-là. Donc les parents que nous avons eus nous ont poussés à faire plus, à faire mieux qu'eux. Et donc aller chercher les diplômes là où ils étaient. Donc aller très haut. Mais malheureusement, notre système économique aujourd'hui et notre système d'emploi n'a pas suivi et ne suit pas encore pour l'instant. Parce que, malheureusement, dans les grandes entreprises présentes en Guadeloupe, les schémas se reproduisent un peu partout. Les postes de cadre, de haut cadre, dans beaucoup d'entreprises en Guadeloupe ne sont pas occupés par nos jeunes Guadeloupéens. Du tout. Voilà. Et on peut y revenir si tu veux, Jimmy, tout à l'heure. Mais je vais finir sur cette troisième catégorie de jeunes que je vois, qui sont les jeunes qui finalement se sont construits par eux-mêmes, d'accord, dans des climats parfois difficiles, des conditions difficiles, parce qu'il faut le dire, hein, on a l'impression quand on regarde la Guadeloupe avec toutes nos belles voitures, etc., qu'on vit dans un pays plutôt moyen, hein, puisqu'on nous parle surtout d'un territoire français, mais un territoire particulièrement délaissé, parce que quand vous rentrez dans la Guadeloupe profonde, eh bien, écoutez, vous trouvez des familles totalement délaissées, défavorisées. On a un taux de pauvreté en Guadeloupe extrêmement important, donc avec des enfants et des jeunes qui grandissent là-dedans. Parfois dans des quartiers stigmatisés, qu'on disait être des quartiers chauds, des quartiers où la délinquance est primeur, mais on oublie de regarder le fond de tout ceci. Donc vous avez cette jeunesse-là qui finalement est mal entendue depuis des années, mal entendue, parfois trop peu encadrée. Elle l'est, mais cet encadrement n'est vu que dans le cadre d'une répression et souvent parfois dans le cadre d'une incarcération trop facile. Parce que je le dis toujours, hein, on est en Guadeloupe, je suis avocate, donc je vais vous expliquer un peu rapidement en fait comment on arrive parfois à avoir des détentions qui sont totalement comment dire, injustes, j'ai envie de dire. Nous sommes sur un territoire de Guadeloupe, on nous parle effectivement beaucoup d'insertion, mais voilà que nous avons un système judiciaire qui ne voit l'insertion que par la détention. Hein? Je le dis très clairement. Le système judiciaire guadeloupéen, dans sa grande majorité, quand elle a à juger des jeunes, ne la conçoit que par la détention. D'accord? Parce qu'il y a une volonté de vouloir maîtriser. Et puis surtout, il y a la volonté aussi de dire que finalement, voilà, c'est votre place. C'est votre place là-bas en détention. Et le problème, c'est que nous avons donc un centre pénitentiaire qui est très souvent critiqué, même au niveau international, hein, des conditions de détention qui sont lamentables, indignes, dégradantes, donc des gens qui sont dans des conditions inhumaines et dégradantes. C'est vrai que pour beaucoup, être en détention, c'est déjà une chance de pouvoir y manger et dormir, mais il faut savoir que vous avez donc des détenus jeunes, parfois très jeunes, qui se retrouvent à dormir sur des matelas, à même le sol, donc avec donc des cellules surpeuplées. Quand vous mettez un jeune dans une situation comme celle-ci, à peine 18, 19, 20 ans, qu'est-ce que vous espérez qu'il deviendra? Qu'est-ce que vous espérez qu'il deviendra? Si, quand un jeune qui finalement a mal grandi, la seule réponse que vous lui donnez, c'est l'enfermement, c'est l'absence de formation, parce que le centre pénitentiaire de Bemao, alors même qu'il se doit d'être aussi un début d'insertion, finalement pêche parce qu'il y a très peu de formation. Beaucoup de jeunes veulent partir en France incarcérés, subir une incarcération en France parce que là-bas, dans certaines prisons, la formation y est beaucoup plus satisfaisante. Et on ne peut pas ne pas savoir, en tout cas ceux qui prétendent faire la justice en Guadeloupe,
ne peuvent pas ne pas savoir qu'en mettant un jeune en détention à Bemao, même une fois, vous l'avez détruit. Même une fois, vous l'avez détruit. Et donc, c'est cette jeunesse-là. Explique bien pourquoi, justement, que même en allant une fois, il est déjà détruit. Explique, parce que tu connais le cheminement. En allant une fois, ce jeune-là est déjà détruit parce que, d'abord, quand vous rentrez là-bas, vous êtes vite stigmatisé. Hein, vous êtes un délinquant, c'est de la mauvaise délinquance. Et puis surtout, les jeunes là-bas, très souvent, sont classifiés. Alors, toi, tu viens de quel quartier? Ah, donc, si c'est ce quartier-là, c'était le ghetto. Vous savez, on nous donne des leçons. Hein. Dans le tribunal, on donne souvent des leçons. Vous avez des gens qui, au tribunal, savent mieux que nous comment se forment les prétendus ghettos et pourquoi les jeunes y vont. Donc, on a même eu droit à des cours de sociologie la dernière fois dans un dossier où, comment dirais-je, un représentant du parquet a eu à nous expliquer comment se formaient les ghettos et puis les gangs ici en Guadeloupe. Donc, vous êtes classé par gang, d'accord? Vous vous retrouvez parfois dans des cellules. Vous pouvez, je ne sais pas moi, avoir volé, je ne sais trop quoi, dans un magasin. Ce que je ne cautionne pas du tout. Hein. Je crois qu'à un moment donné, il faut faire la différence entre l'avocat et sa mission, l'avocat et la personne, d'accord? Plutôt. Vous pouvez vous retrouver, après avoir volé, je ne sais pas moi, une bouteille de je ne sais trop quoi dans un supermarché, vous pouvez vous retrouver à côté de quelqu'un qui a agressé et tué. Tué dans la même cellule que vous. Ça arrive. C'est possible. Donc, il y a une classification là-dedans qui est très, très, très mauvaise. Ensuite, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un défaut de formation. Vous ne pouvez pas enfermer quelqu'un 6 mois, 1 an et demi, 2 ans, sans être en mesure de lui offrir les formations adéquates. Alors souvent, on nous parle de remise à niveau. Une remise à niveau ne fait pas un diplôme. Très clairement, ça ne fait pas un diplôme. D'accord? Alors que dans certains établissements, et même en Europe, hein, les prisons sont en train de fermer. Les prisons sont en train de fermer. Et celles qui restent, comment dirais-je, ont axé en fait leur gestion sur la réinsertion. De sorte qu'il y a beaucoup de formations et on privilégie par exemple la semi-liberté. On privilégie l'insertion dans la famille, chez les proches, de sorte que la personne n'a pas de lien qui se coupe avec la famille. Le problème en Guadeloupe encore, c'est que effectivement, il y a des familles qui ont la possibilité de venir voir des détenus, mais qui parfois ne peuvent pas le faire, ne peuvent pas voir les détenus donc en prison, et vous retrouvez donc des jeunes qui sont coupés très clairement de leur famille, qui n'ont pas de lien avec la famille. Et c'est vrai, et ça on le voit beaucoup dans notre métier d'avocat, souvent on a cette honte d'aller au centre pénitentiaire et d'aller voir nos jeunes ou notre détenu, enfin notre proche détenu, tout simplement, que ça soit la mère, que ça soit le père. Alors parfois on a les frères et sœurs qui font l'effort parce que c'est la même génération, mais tout ça, ça fait que vous avez une coupure en fait avec la vie sociale. Vous avez une coupure, le lien social se rompt. Alors il y a des services qui existent, qui permettent aux détenus et donc singulièrement donc aux jeunes détenus d'être suivis et d'être accompagnés. Donc il y a un service là-bas qui le fait, mais ils sont trop peu nombreux, il manque d'outils. Ce n'est pas comment dirais-je, une fonction qui a les outils nécessaires pour accompagner les jeunes. Donc on parle on parle parfois de la PJJ, on parle donc des éducateurs qui sont à l'intérieur, ils peuvent être suivis, d'accord, mais ces gens-là manquent des outils nécessaires pour pouvoir accompagner les jeunes à l'intérieur. Et on n'accompagne pas par l'enfermement, ça c'est sûr. Ensuite, bien évidemment, ça vous fait un casier judiciaire, d'accord, donc vous avez un casier judiciaire. Vous avez beau être primo-délinquant, à un moment donné, toutes les personnes, tous les jeunes qui ont eu à avoir un casier judiciaire ont eu un casier judiciaire vierge. Enfin, ils n'en avaient pas. D'accord? Donc, vous vous retrouvez avec un casier judiciaire. Et puis, pour peu que dans les 5 années, vous vous retrouvez encore avec une infraction du même type, ben écoutez, la sanction sera plus grave puisque vous vous retrouvez en récidive. D'accord? Donc tout ça,
c'est des mécanismes quand même du système pénal, français qui est appliqué aujourd'hui devant les tribunaux guadeloupéens, qui petit à petit conduit à ce que cette jeunesse, qui au départ n'était peut-être pas une jeunesse délinquante, une jeunesse adepte de tout type de crime, en devient une. Parce qu'à l'intérieur, malheureusement, plus vous faites des séjours, plus vous avez, comment dirais-je, plus vous avez les ressorts, j'ai envie de dire, pour rester dans ce milieu-là, se faire des contacts à l'intérieur. Je ne sais pas si c'est en prison qu'on se fait les meilleurs contacts. D'accord? Donc pour rester dans ce contact-là et puis surtout se maintenir dans ce climat. Dans ce climat-là qui est extrêmement mauvais. Il y a la question aussi de la détention provisoire, et ça j'ai toujours eu à le dire. Il est inadmissible aujourd'hui que pour réponse principale dans un dossier où quelqu'un est simplement mis en examen et pas encore jugé, que très souvent on fasse usage de détention provisoire. La détention provisoire, c'est une atteinte à, comment dirais-je, à la présomption d'innocence, parce que la personne n'est pas jugée et elle est mise en détention en attendant son jugement. Donc ça, c'est un outil qui est très souvent utilisé, et je le remarque devant les tribunaux guadeloupéens, dans le cadre des comparutions immédiates. Parce que la comparution immédiate fait que les faits flagrants, parfois, très souvent, appellent donc une réponse rapide, urgente, une réponse pénale rapide et urgente, et les gens peuvent se retrouver rapidement devant les tribunaux. Et donc très souvent, c'est ce qu'on appelle cette petite délinquance, etc. Mais qui n'a pas le temps donc de se préparer, alors même que l'enjeu est grand, puisque très souvent, au bout, si ce sont des actes de violence qui sont reprochés, qui sont peut-être pas avérés parfois, mais enfin en tout cas qui sont reprochés, vous avez donc de la prison au bout du tunnel. Donc on ne peut pas fonctionner en Guadeloupe avec une justice de l'urgence qui ne nous est pas adaptée. Parce que placer quelqu'un qui n'a pas de casier judiciaire en détention provisoire dans un dossier où il est censé comparaître dans le cadre d'une comparution immédiate, où il risque une peine d'emprisonnement et où même il a des chances de sortir libre parce que son casier judiciaire est vierge et peut-être les faits sont amoindris ou il a une possibilité d'être relaxé, le mettre en détention provisoire, c'est grave. Alors même qu'il y a des possibilités, c'est-à-dire un contrôle judiciaire, et je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, nous sommes en Guadeloupe, et donc il est inadmissible que plutôt que de privilégier un placement ou un maintien, au domicile, plutôt que de privilégier un contrôle judiciaire, la Guadeloupe est très petite, les gendarmeries, des commissariats, on a partout. Le contrôle judiciaire, on peut venir pointer, le système est rassuré, on ne s'est pas échappé, on sera présent pour l'audience de jugement. Donc plutôt que de mettre en détention provisoire, moi à mon avis, on devrait privilégier, mais vraiment le plus possible, d'autres possibilités qui sont effectivement un contrôle judiciaire ou un maintien à domicile, donc un maintien donc à résidence, parce que ça aussi, quand vous faites ça, vous commencez aussi à permettre aux jeunes de reprendre une insertion, en tout cas de ne pas couper le lien avec sa famille et donc de ne pas couper le lien avec la société. La société aujourd'hui dans les tribunaux est représentée par le parquet, donc par le procureur de la République, donc avec des substituts de procureurs qui viennent à l'audience. Oui, justement, pendant que vous parlez justement de qui sont les gens au tribunal, donc procureur, juge, tout ça, on dit en créole question là, parce que c'est comme ça des bouts qu'a dit moi aussi, c'est un j'ai dit ça, il a expliqué nous ça, il a dit pour Jimmy là, descendre en tribunal là, Timal, on y a l'impression son bit à nègre contre blanc, c'est-à-dire que tous ces juges là, tous ces procureurs là, tous ces mona qui a condamné là, yo blanc, et tous ceux qui a défendu nègre. Et ça me fait toujours bizarre d'en parler, même de poser la question, parce que dans une république qui est marquée liberté, égalité, fraternité dans le tribunal, et d'étendre que c'est un tribunal là, qui est peut-être plus injustice qu'a fait, selon certains témoignages. Quand on a pensé de ça, est-ce que vous aussi, vous avez dans ce sens-là ça, est-ce que vous avez dans ce sens-là ça des fois?
Alors, ça va dépendre dans quel sens. Est-ce que question là, c'est de dire que l'on va plaider en correctionnel, en cas voir en tribunal qui pas qu'à moins? Oui, très clairement. Et de toutes les façons, en cas dit d'ouvant, on a dit oui. C'est inadmissible qu'à dans le tribunal guadeloupéen, on panie des juges qui ont représenté guadeloupéens, des magistrats guadeloupéens, nous n'y yo. Tini en France, et puis surtout, pour nous ni en justice, en véritable justice, mais en tout cas, on bitient qu'il y a quelque chose qui s'approche de la justice en tout cas, parce que la justice finalement, qu'est-ce que c'est? C'est un but. C'est un but, hein? C'est un but. Lorsque tu regardes l'état du monde actuel, tu ne peux pas te dire qu'il y a de la justice. D'accord? Et franchement, je le dis, je le redis avec toute la liberté que j'ai. La justice, c'est un but. Nous sommes des Guadeloupéens et nous savons là nous sortir. Nous savons, nous, en disant nous, que spirituellement, que ça y est la justice. Nous savons, nous, que la justice a existé. Mais est-ce qu'une justice peut manifester, vraiment, je dis là, est-ce que cette notion de justice, ce qu'est la justice réellement, qui est tout à fait invisible, est-ce que dans un tribunal guadeloupéen, dans lequel siègent des magistrats qui ne sont pas guadeloupéens, est-ce que ça, c'est des conditions pour que la justice descende? Entendre qui entendent ce que je dis. En tout cas, si toutefois on me dit que c'est une justice, ce n'est pas la justice que demandent les Guadeloupéens. Ce n'est pas la justice que demandent les Guadeloupéens, parce que les Guadeloupéens, très fortement, déjà, affirment qu'ils sont Guadeloupéens. Et puis surtout, le Guadeloupéen exige, et aujourd'hui encore plus, qu'un tribunal l'entende et le comprenne. Et dans un dossier comme celui de Gabi Clavier contre Monsieur Cotelon, hein, pour le citer, puisque c'est l'affaire donc des faits de menaces prétendues de Monsieur Clavier contre Monsieur Cotelon, directeur du CHU, on a eu à mettre en lumière quelque chose de fondamental. Et je le dis très clairement, c'est que la justice qui est rendue aujourd'hui dans le tribunal guadeloupéen, essentiellement en matière correctionnelle, pénale, et parfois ailleurs, parce que ça j'aurais encore à le dire dans le monde des affaires, d'accord, n'est pas une justice qui entend le Guadeloupéen. Elle ne l'entend pas. C'est une justice qui entend effectivement des textes de loi qui sont imposés par l'État français, mais très souvent sans tenir compte de la spécificité guadeloupéenne, du vivre guadeloupéen, du penser guadeloupéen. Un Guadeloupéen, je suis désolé, du parler, je vais y venir. Un Guadeloupéen ne pense pas, ne vit pas comme un Français. Entendre qui veut entendre. Donc, quand un Guadeloupéen fait face à une situation, qu'il soit prévenu, donc poursuivi ou qu'il soit victime, hein, la chose qu'il vit, il la vit en tant que Guadeloupéen dans sa chair. Bien sûr qu'il y a des grandes notions sur lesquelles on est censé être ensemble, on est censé se comprendre. Les grandes notions de liberté, n'importe quel peuple de n'importe quel pays est capable de les comprendre. C'est pour ça que les peuples ont la possibilité de se rejoindre, hein, s'agissant de ces grandes libertés. En tant que Guadeloupéen, il y a des libertés fondamentales, les droits fondamentaux, le droit à la vie, le droit à la santé, etc. L'interdiction de l'oppression politique, syndicale. On est censé, au niveau international, le comprendre. Mais il y a des situations qui sont des situations tout à fait guadeloupéennes. Et que seul un Guadeloupéen peut comprendre. Et donc, moi, je considère seul un Guadeloupéen peut entrevoir de mettre en jugement. D'accord? On ne peut pas juger quelqu'un si on ne parle pas la même chose, si on ne parle pas de la même manière. Et c'est pourquoi dans le dossier, par exemple, de Gabi Clavier, il s'est mené un combat tout à fait exceptionnel
Et beaucoup de confrères qui étaient présents pour défendre Gabi Clavier, et beaucoup d'anciens d'ailleurs, qui sont là et qui ont eu à mener déjà des combats, ont été étonnés et choqués qu'aujourd'hui, à l'aube donc de 2022, puisqu'on était fin 2021, on puisse encore s'interroger et demander est-ce qu'un tribunal peut entendre un Guadeloupéen s'exprimer en créole. La question a été de savoir est-ce que le tribunal a le doit entendre Gabi Clavier en créole quand il dit oui, je comprends le français, mais moi je m'exprime et que je serai plus à même de pouvoir l'expliquer en créole. Je pourrais vous expliquer la situation en créole parce que ça me vient en créole. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de vous expliquer ce qu'il a vécu au plus profond de lui-même dans une langue qui lui est étrangère. Que moi-même, Jocelyne Djilaba, je considère étrangère. Quand on parle du créole en tant que langue maternelle pour un Guadeloupéen, il y a la langue maternelle et puis il y a l'autre. Que nous acceptons, que j'accepte. C'est la langue de l'administration, c'est la langue dans laquelle nous avons grandi. C'est une langue qui nous permet aussi d'échanger au niveau international. On échange en anglais maintenant, on échange en espagnol, on peut échanger en français. D'accord ? Le Guadeloupéen lui-même, c'est vrai qu'il a une identité particulière. Et ça aussi, il faudra qu'on pose ça sur la table. Puisque ce qui s'est passé là, c'était effectivement le procès de la santé publique en Guadeloupe, mais c'était le procès du Guadeloupéen. C'est-à-dire qu'il nous fallait à un moment donné affirmer qui nous sommes. Et il était hors de question pour nous, avocats guadeloupéens qui défendions Gabi Clavier, qui avait indiqué vouloir s'exprimer en créole, il nous était inadmissible de ne pas le défendre là-dessus. Et surtout de ne pas défendre les 12 témoins qui ont été cités par les avocats de la défense que nous sommes. 12 témoins qui ont insisté pour venir prêter serment en créole, en disant en kajiré. Et même dire à un tribunal en kajiré en Guadeloupe, c'est une faute. On a envie carrément d'exclure ce témoin-là et ça a été fait. Tout ça parce que le tribunal vous explique qu'il ne comprend pas. Attends, que je comprenne bien, il a été exclu parce qu'il voulait s'exprimer en créole et parce qu'il girait en créole et l'on dit girer, il dit je le jure, il pas girer mon. Vous avez des témoins qui sont venus et qui ont dit, quand la question leur a été posée, jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité, enfin la phrase habituelle pour témoigner. Vous avez donc la plupart donc des témoins guadeloupéens qui ont répondu la main levée en kajiré. Ce qui veut dire, quand on traduit vers le français, je le jure. D'accord ? Le tribunal a refusé d'entendre ça. Il y a même un des témoins qui a été exclu de la salle parce qu'il a insisté et a dit en péké, dit d'autres phrases qui en kajiré. Et si vous ne pas comprendre ces problèmes, hein. Et qui finalement a pu être rattrapé. On a demandé à ce qu'il revienne devant le tribunal et il a sorti une autre formule en disant oui, en giré. Et vous voyez, jusque-là, le magistrat continue à se demander si c'est bien ce qu'il a entendu. Tout le monde a entendu un oui, hein, mais le pas giré derrière, non, c'était trop. Il y a eu une volonté de nous affirmer en réalité que c'est la France qui juge. C'est la France qui juge. Vous avez beau venir dire que vous êtes Guadeloupéen, c'est la France qui vous juge. C'est la France qui a jugé. Donc, ou exprimer en français. Et Gabi Clavier, qui s'est exprimé en créole tout le long, d'accord, vous avez donc le magistrat qui a refusé que le greffier, lui, prenne les notes de ce que disait M. Gabi Clavier, alors même qu'elle-même comprend le créole, en expliquant que ce tribunal est en langue française. Vous avez M. le procureur, donc en personne, qui est venu donc dans cette affaire pour représenter donc le parquet, qui lui a insisté sur le fait que la justice donc était française, qu'elle était rendue donc en français, que la langue de la justice donc c'est français.
Donc ce n'est que le français qu'on va entendre dans ce tribunal-là. Donc bien évidemment, les avocats se sont insurgés là-dedans. Il y a eu des suspensions d'audience dans tous les sens. Monsieur Gabi Clavier a eu à s'exprimer et c'est vrai que en s'exprimant, il a surtout parlé à son peuple. Parce que c'est ça, quand vous avez une justice qui ne veut pas vous entendre, ne pas vous écouter, les circonstances font que, à ce moment-là, vous parlez à votre peuple. Et ça, effectivement, c'est percutant. Et pour finir sur ce que je disais, une justice guadeloupéenne, c'est une justice qui ressemble aux Guadeloupéens. Et la première qualité d'une justice qui est censée être une justice juste, c'est une justice qui comprend et qui entend les personnes qui passent devant eux et non une justice qui a les oreilles bouchées. Alors, pardon, pour bien comprendre, vous pouviez faire appel à un traducteur. Je suppose que vous avez dû demander pour un traducteur. Quelle a été la réponse? Nous n'avons pas demandé un interprète en langue créole. Le tribunal a convoqué cet interprète en langue créole et voyant qu'Abitalat était trop red by, dit interprète en langue créole là, on va se passer de vos services. Mais c'est incroyable ça quand même. C'est incroyable, c'est-à-dire qu'au début, pendant toute la procédure, il y a eu un interprète en langue créole, parce que dans le dossier, les propos qui ont été tenus par Gabi Clavier l'ont été en langue créole, et il y a un interprète qui était là, qui a signé des PV. Tout a été fait. Un autre interprète différent de celui-ci a été convoqué par ce tribunal. Il est venu, il s'est présenté. Et on lui dit, parce que M. Gabi Clavier insiste pour continuer à parler créole, on lui dit, ben écoutez, finalement, vous n'êtes pas obligé de rester, parce que nous, ce qu'on a compris, c'est que M. Clavier comprend le créole, mais il veut parler en français. Alors que nous, il veut parler en créole. Nous, on veut qu'il comprenne français et qu'il parle français. Donc, comme lui, volontairement, il comprend le français, mais volontairement, il veut parler en créole, vous pouvez disposer. C'est inadmissible. Alors même que des confrères, notamment le bâtonnier Eslel, le bâtonnier Tacita, se sont insurgés et ont dit, mais écoutez, c'est de la régression. Depuis plusieurs années en Guadeloupe, vous avez donc des magistrats qui acceptent d'entendre les gens créoles avec un interprète. Que vous n'entendiez pas, vous, le créole, il n'y a pas de problème, mais les textes prévoient que vous puissiez être assisté d'un interprète pour ça. Le problème, c'est que, avec un interprète en langue créole, à ce moment-là, dans ce dossier-là, c'était fini. Parce que l'interprète en langue créole, quand il interprète le créole, quand il traduit le créole, il ne traduit pas mot pour mot. Il traduit avec toute norme à langue là ça, qui est enfermé à dents. Donc, l'on va avec a dit, l'on va au prend vie à moun en main à yo. D'accord? On comprend en créole ce que ça veut dire. Lorsque juste avant il dit que c'est inadmissible que les gens ne soient pas payés, qu'ils soient suspendus comme ça, que les soignants soient suspendus sans paye, qu'ils ne puissent pas acheter à manger pour leurs enfants, etc., etc. On comprend ce que ça veut dire prendre la vie dans la main de quelqu'un. C'est une image. Mais malheureusement, il faut être guadeloupéen pour la comprendre. Et donc, pour pouvoir juger des propos comme cela. Messieurs, madame, maître, c'est pas facile d'être avocat en Guadeloupe. Ben écoutez, rien n'est facile, hein. Aucun métier n'est facile. Je crois quand on veut bien le faire. Aucun métier n'est facile. Mais c'est vrai que être avocat, c'est bien au-delà d'un métier. C'est une vocation. Moi, je le vis comme ça, hein. C'est une vocation. C'est une mission. Certains diront c'est un sacerdoce. Ce n'est pas moi qui le dis. Mais l'avantage, c'est que nous avons une robe que nous portons. Et la parole de l'avocat est une parole qui est censée être protégée. Elle l'est de moins en moins. Donc on aime des avocats qui sont gentils. Des avocats qui apprennent à rester à leur place. D'accord? Et malheureusement, nous avons une culture du barreau de la Guadeloupe qui est un barreau dans lequel les avocats ne restent pas toujours à leur place. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que, effectivement, peut-être pendant 2 ans, vous avez eu un peu moins, ressenti ou pas, un peu moins de présence des avocats, que le barreau de la Guadeloupe est capable de rester
taisant sur des faits comme cela. C'est un barreau qui sait se lever, se dresser quand il le faut, comme il le faut. Avec cette particularité, c'est vrai que certains des avocats que nous sommes sont parfois impliqués dans des problématiques d'ordre public, des problématiques publiques. Mais c'est un barreau qui, de toutes les façons, à l'origine, est un barreau très difficile parce que le tribunal, donc en Guadeloupe, c'est le lieu où se concentrent essentiellement toutes les maladies, tous les bobos de ce qu'est aujourd'hui notre société guadeloupéenne. Les problèmes de l'eau, c'est au tribunal qu'on est censé régler les premiers problèmes de l'eau par des condamnations, pas des condamnations. C'est dans les cabinets des juges d'instruction. C'est dans un bureau d'un procureur qui accepte ou pas de poursuivre les vrais coupables de ces problèmes de l'eau. Donc c'est là que tous ces stigmates et ces problématiques sont les plus, comment dirais-je, sont les plus illustratives et en tout cas sont les plus mises en théâtre. Hein? Les violences, les problématiques de salaire, les problématiques de licenciement économique, les problématiques d'ordre familial aussi. Vous savez, la société guadeloupéenne prend un coup aussi. Hein, on a une culture de la famille qui est très particulière. C'est presque clanique chez nous. Le couple, c'est une notion particulière. Le mariage en Guadeloupe, à la base, une notion particulière et sacrée pour l'homme et la femme noirs guadeloupéenne. Et aujourd'hui, vous avez tout un tas de textes qui entraînent petit à petit notre société guadeloupéenne à ressembler à une société qui n'est pas la nôtre. C'est-à-dire une société où des enfants parfois grandissent et dans des familles un peu décousues. Parce qu'aujourd'hui, divorcer, c'est beaucoup plus facile. Vous savez, aujourd'hui, vous avez 1 an de séparation de votre conjoint, vous déposez un dossier au tribunal pour pouvoir divorcer. D'accord ? Je ne rentre pas dans les cas de violence conjugale ou pas, etc. Le consentement mutuel, c'est encore plus rapide aujourd'hui. C'est-à-dire que on est sans cesse absorbé par une vision du monde qui n'a pas été la nôtre et qui finalement ne sera jamais la nôtre. Combien de fois dans des dossiers de divorce, j'ai vu des hommes et des femmes se déchirer et finalement énormément regretter et puis pour finalement revenir créer des liens. Parce que la Guadeloupe est petite. La Guadeloupe, il y a une fraternité particulière qu'on n'a pas sur un territoire aussi grand que la France. On a cette proximité entre nous et il faut qu'à un moment donné, les textes de loi qui sont là pour régir et réjouir l'individu qui vit en société, parce que c'est ça. Des textes de loi qui sont là pour régir les rapports entre vous et moi, les rapports entre individus doivent être, comment dirais-je, créés. Ces lois-là doivent être créées en fonction de l'individu et donc en fonction de son environnement, de ses traditions, de sa culture, de son territoire, de la vision du peuple dans lequel il est. Et malheureusement, dans beaucoup des lois qui sont appliquées aujourd'hui, il n'y a pas de vision guadeloupéenne pour nous. Alors, j'ai 2 dernières questions. Je rappelle pour ceux qui prennent le live en cours. Voilà, nous sommes devant l'immeuble et la voiture incendiée de Maître Gélabal, qui a été incendiée dans la nuit du 5 au 6 janvier 2022. Et c'est suite à cette incidence, cet incendie criminel, la police est en train de passer, que nous avons cet entretien. Alors, j'ai 2 dernières. Qui me dit qu'il reste 10%. Déjà, merci pour l'entretien, Josélène. Je sais que c'est important pour vous aussi d'extérioriser, de s'exprimer. Je sais que vous êtes très sensible puisque nous discutons ensemble des familles guadeloupéennes et je parle au niveau social. Dans quel état
et la famille guadeloupéenne? Dans quel état social réellement est la Guadeloupe? Pourquoi je vous pose cette question? Parce que je sais que vous côtoyez les Guadeloupéens au jour le jour, que certains dossiers que vous avez, des fois les gens ne peuvent pas payer tout de suite, c'est difficile, et vous devez quand même faire le travail. Parlez-nous de cette souffrance sociale, parce que là, les gens souffrent en silence. Ils ne défilent pas dans la rue, on ne les voit jamais. Il y a quand même honte des fois, des souffrances à eux, de l'état social à eux. Et ça a touché mon lot parce que c'est des conversations nous Jani. En juste niveau en moins qu'à changer, là, nous pas parler de ça. Donc on va au micro là parce que en salle son meeting qui pas facile. Oui, alors c'est vrai que nous autres avocats, finalement, nous sommes confrontés à cette douleur de la famille guadeloupéenne et du peuple guadeloupéen quasiment au quotidien. Et c'est vrai que la famille guadeloupéenne, je veux le dire très franchement, est attaquée dans ce qu'elle est. Vous savez, que le peuple guadeloupéen l'accepte ou pas, c'est écrit, ça se voit, ça se lit. Nous sommes d'abord africains. Nous sommes d'abord africains. Nous avons une africanité qui, comment dirais-je, s'est finalement développée par un choc avec cet Occident et par un choc avec cette conception à la française. D'accord? Donc voilà des peuples, parce que nous étions effectivement africains, d'abord, en arrivant ici. Parce que c'est l'histoire qui fait qu'on comprend là où on est, où on va. Donc, plusieurs ethnies, obligées de se mettre ensemble, donc avec des pratiques totalement différentes, mais une vision de la famille tout à fait unique et commune, et qui finalement se retrouve comme ça bousculée par des principes de vie à l'occidentale ou à la française. Je remonte à plusieurs années, d'accord, à des siècles, qui finalement se retrouvent nez à nez avec une culture qui n'est pas la sienne et une notion de la famille qui n'est pas la sienne. Et là, petit à petit, ça fait des dégâts. Ça fait des dégâts. On a une problématique, on a un écrivain guadeloupéen qui a sorti donc un ouvrage dessus, qui parlait à un moment donné de la notion du père en Guadeloupe, qui parfois est répandu, comment dirais-je, qui est vu parfois comme un semeur, d'accord, un semeur d'enfants. Mais tout ça, ça a ses origines dans l'histoire, dans les origines profondes de ce qu'était le Guadeloupéen en arrivant ici. C'est-à-dire que quand vous dites à des gens que finalement ils ne sont là que pour se reproduire et qu'ils ne sont là que comme du bétail, vous savez, ça laisse des traces dans l'inconscient. Qu'on veuille l'entendre ou pas, aujourd'hui ça laisse. On est dans une phase où on doit réparer. Et tout ceci fait partie de la réparation. Et c'est en cela que je dis que la famille guadeloupéenne, elle a été attaquée parce qu'à un moment donné, le Guadeloupéen, le père guadeloupéen, a eu conscience de ce que il devait être le socle de sa famille. D'accord? Donc vous avez une période où effectivement le Guadeloupéen, les Guadeloupéens ont eu à cœur de créer leur famille. Des familles très élargies. Un tel, toujours Timouna, un tel qui c'est cousin, un tel qui c'est machin, un tel, toute mon famille ici dedans. On a une notion de famille qui est très élargie. La notion de famille un peu plus réduite aussi, c'est une famille avec un père et une mère qui est très très proche. On parle de la mère guadeloupéenne qui est très maman poule avec ses enfants, par exemple. D'accord? Donc on a eu cette période où la famille guadeloupéenne existait véritablement, était donc dans des liens totalement resserrés. Moi, par exemple, chez ma famille, donc à Petit-Bourg, tous les dimanches, c'est direction chez mamie. Donc, j'ai pas toujours le temps d'y aller. D'ailleurs, je leur demande de m'en excuser beaucoup et je sais qu'ils sont très compréhensifs. Mais on a ces notions-là et ces valeurs-là.
que nous avons défendu et que nos arrière-parents et nos grands-parents ont eu à mettre en place. Et malheureusement, depuis cette ouverture imposée sur un monde occidentalisé, donc avec donc ses pratiques à elle, où tout va vite, hein, la famille guadeloupéenne a pris un coup. Elle a d'abord pris un coup parce que on a mal compris que avoir donc des prestations sociales pour une mère qui élève ses enfants peut-être seule comment dirais-je, par les situations de la vie, eh ben, ce n'est pas de l'assistanat. D'accord? Ce n'est pas de l'assistanat. Donc la problématique des prestations sociales aujourd'hui dans la société guadeloupéenne est venue petit à petit piquer et détruire cette unité familiale. Parce que vous avez des gens aujourd'hui qui font des procédures parce que la CAF demande à ce qu'on assigne au tribunal le père qui est censé avoir eu à reconnaître sa filiation et qui ne l'a pas fait. La CAF demande souvent aux gens, aux femmes, aux mères, de saisir donc les tribunaux parce qu'elle considère, la CAF, qu'elle ne peut pas continuer à verser des prestations alors qu'il y a bien un géniteur quelque part. D'accord? Vous avez un tel taux de chômage et de pauvreté aujourd'hui en Guadeloupe, et il faut dire les choses. Que parfois, vous avez dans des familles, que ce soit des pères ou des mères, qui préfèrent rester, s'occuper des enfants, plutôt que d'aller travailler et devoir débourser de l'argent pour la garderie, ce qu'ils feront intégralement s'ils ont 2-3 enfants. Et qui parfois, effectivement, font le choix de ne peut-être pas déclarer leur situation de couple. D'accord? Et bien, vous voyez que petit à petit, et bien, moun kattrape bab en Guadeloupe parfois pour ça. Il faut nous dire les choses très clairement. Moun kattrape bab en Guadeloupe parfois pour ça. Vous avez des familles qui sont détruites à cause de problèmes de prestations sociales. À cause de problèmes attendant encore trop longtemps. Et bien, donc, en cas parti, en cas quitté, on fait de moins en moins d'efforts, en fait, pour se parler, alors que le Guadeloupéen, c'est d'abord des gens qui se parlent. On a cette culture de la discussion, de l'échange, d'aller voir un voisin, un ancien, pour essayer de régler les problèmes. Avant que ça arrive plus loin, ça ne se fait plus. Aujourd'hui, on n'a plus le temps de discuter. La loi est avec nous. On fait ce qu'on a à faire. On arrête les liens familiaux et puis basta. Je ne rentre pas dans les problématiques du bien fondé ou du mal fondé des procédures de divorce. Mais vraiment, absolument pas. Ce sont des décisions qui appartiennent à chacun des Guadeloupéens. Mais ce que je dis, c'est que dans quelques années, quand nous aurons à reculer, nous constaterons les dégâts. Et nous verrons que la famille guadeloupéenne est éclatée. La famille guadeloupéenne, dans sa petite cellule, est éclatée. Avec des enfants qui partent et qui voyagent très très loin. Aujourd'hui, la famille guadeloupéenne a pris un grand coup. Il nous est impossible d'aller rendre visite à nos grands-parents, à nos mamies, parfois à nos oncles, à nos tantes, à cause de cette fichue situation sanitaire, effectivement, qui perdure, et surtout des lois extrêmement restrictives de déplacement, voilà, qui nous empêchent. Et puis, cette notion de traitement du virus, à coup de vaccination, qui nous empêche de continuer à créer des liens avec nos anciens, avec nos... Vous avez des familles aujourd'hui où le père et l'enfant ne se font pas de bisous, où la mère et l'enfant ne se font pas de bisous depuis 2 ans, où on se voit et on rentre comme ça en famille au loin. Vous avez des personnes âgées qui se retrouvent tellement seules qu'on ne sait vraiment pas quoi pouvoir en faire. Avec des procédures, par exemple, de mesures de protection des personnes majeures, et notamment qui touchent particulièrement les personnes âgées, qui se multiplient. Des faits de violence conjugale au sein donc des familles et des couples qui se sont multipliés depuis cette problématique, cette crise-là. Des enfants, oh mon Dieu, je vous dis, on est avocat guadeloupéen, mais c'est très particulier parce que nous, on vit cette proximité-là. Avec donc des gens qui se retrouvent avec des enfants du jour au lendemain qui ont perdu leur tête. Moi, j'ai un ami dont je suis très proche qui m'a appelé récemment pour me raconter que son fils, que je connais très très bien,
a perdu la tête du jour au lendemain il y a quelques semaines. Vous avez des gens qui perdent la tête aujourd'hui en Guadeloupe à cause de cette situation-là. Vous avez des suicides qui se font. J'ai eu un client au téléphone hier qui me disait, Maître, j'ai la balle, parce que je le suis pour un autre dossier pénal. Vous vous rendez compte? Mon père est mort au CHU. On m'a dit que c'était le Covid. On n'a même pas pu voir le corps. Donc, on a fait un enterrement douloureux. On ne sait même pas si c'est mon père qui est dans le cercueil. Vous avez quelqu'un d'autre qui m'a appelé, une tante. Me dit, vous savez, depuis que mon neveu a été incarcéré dans la famille, c'est horrible. Son père, sa femme l'a quitté parce qu'ils se sont disputés sur cette histoire d'incarcération. Donc tout ça fait que, petit à petit, une société qui vivait dans la solidarité profonde et vraiment sans faille est affectée, attaquée, détruite parce que vous avez des lois et vous avez un système qui ne nous est pas adapté, qui n'est pas adapté à notre culture, qui n'est pas adapté à qui nous sommes. Voilà. Vraiment merci maître, vraiment merci. J'aurais pu continuer mais déjà la batterie ne veut pas. Même les auditeurs, les téléspectateurs, ceux qui nous regardent, les internautes, ils voudraient encore vous entendre pendant des heures. C'est difficile pour moi de vous voyez alors qu'on se côtoie régulièrement, mais on va rester professionnel. Alors ma dernière question, avez-vous reçu des soutiens venant de la classe politique, venant du président de la CCI, venant de la part de beaucoup de notables de Guadeloupe qui se manifestent régulièrement pour condamner toutes sortes de violences en Guadeloupe? Alors, j'ai reçu effectivement beaucoup de soutien parce qu'il ne faut pas oublier que on fait cet échange-là, surtout dans le cadre de ce que nous avons vécu, ma famille et moi particulièrement en qualité d'avocat. Parce que je vous l'ai dit, hein, on a vraiment cru que c'était fini pour nous jeudi, d'accord. On a parlé effectivement de toutes ces problématiques-là parce que tout ça aussi c'est dedans et tout ça pour dire aussi que je continue, je tiens, je reste debout et je voudrais rassurer aussi tous ces gens qui m'ont soutenu, qui continuent de me soutenir, que ce soit donc mes confrères, donc les avocats. Et j'ai une grande pensée pour eux parce que c'est vrai que notre métier n'est pas évident et vous l'avez dit tout à l'heure. J'ai reçu des soutiens de beaucoup d'amis, j'ai reçu des soutiens d'hommes et de femmes politiques aujourd'hui qui sont complètement outrés. J'ai vu que le député Olivier Servat a fait un communiqué vraiment qui m'a fait chaud au cœur, hein, qui m'a vraiment fait chaud au cœur parce que souvent, on a le sentiment de ne pas être compris par notre classe politique. Et puis finalement, on s'aperçoit peut-être, parce que les choses s'accumulent, parce qu'il y en a qui ont le sentiment que malgré le fait qu'ils se battent à leur manière et avec leurs armes, qu'ils n'y arrivent pas, eh bien, vous avez effectivement certains politiques qui se disent que là, à un moment donné, il va falloir prendre position de façon claire. Et puis des gens aujourd'hui comme Olivier Servat, donc ont fait le communiqué, ont pris une position de façon claire en disant que ça ressemble effectivement à des faits ciblés contre ma personne. Donc ça ne me laisse pas indifférente dans une période comme celle-ci. Alors non, je n'ai pas eu, peut-être pour l'instant, de message de soutien du président de la CCI. Je sais qu'il est effectivement dans peut-être d'autres combats, hein, à chacun sa mission, mais pour rebondir sur ça par exemple, parce que je sais qu'il n'y a pas beaucoup de batterie et ok, dit ben la balle qui a parlé en l'eau, il n'y avait pas allé. Mais finalement, c'est tout ça pour expliquer que je reste motivée et déterminée et ces choses-là doivent être dites. Tout ça, c'est dans le panier. En plus d'être avocate, maman guadeloupéenne, je vous l'ai dit, hein, j'ai pris un engagement qui aujourd'hui est un engagement politique aussi, puisque je suis engagée politiquement à Marie-Galante. Je suis donc élue aux côtés de Marie Zetzol et de son équipe, donc conseiller municipal de la ville de Grand-Bourg. Je suis également donc conseiller communautaire donc à la CCMG. Et puis j'ai été donc élue présidente de l'office de tourisme de Marie-Galante. Donc, quand vous me demandez est-ce que le président de la CCI m'a envoyé un message de soutien ou autre, je vous réponds que non.
Mais par contre, si toutefois il pense le faire ou il entend le faire, j'aurais préféré d'ailleurs et j'aurais aimé que le message de soutien qu'il ait à me lancer à moi aujourd'hui soit plutôt lancé à tous ces acteurs économiques aujourd'hui qui subissent très fortement des décisions particulièrement déplorables et qui sont malheureusement soutenues et relayées par une partie de ces gens aujourd'hui en Guadeloupe qui sont à la tête d'institutions guadeloupéennes mais qui oublient qu'ils sont à la tête d'institutions guadeloupéennes. J'estime et je considère que pour certains représentants d'institutions en Guadeloupe, la gestion de cette crise a été calamiteuse. Et malheureusement, elle a démontré que finalement, les intérêts privés priment sur les intérêts d'ordre généraux. Quand on a des propositions ou des décisions à prendre dans une crise sanitaire, sociale, de santé comme celle-ci, vous devez d'abord prendre de la hauteur. Vous devez prendre de la hauteur et vous demander qu'est-ce qui est le mieux à faire. Effectivement, pour préserver la santé, mais pour préserver aussi un tissu économique. Et si vous ne faites pas cela, vous vous rendez complice d'une force. Parce qu'on sait que Madame la présidente Edzol a eu à s'exprimer récemment pour expliquer aussi la situation que nous vivons à Marie-Galante. Nous avons des acteurs économiques qui sont à bout de souffle. À la sortie donc de cette crise, je ne sais pas dans quel état sera l'économie à Marie-Galante et qui plus est en Guadeloupe. À Marie-Galante, vous connaissez le territoire, nous vivons essentiellement donc notre économie, donc ce sont les services, l'agriculture et le tourisme, enfin voilà. Et malheureusement, très sincèrement, je n'ai vu aucune disposition prise par ceux qui sont censés être aux commandes de l'économie guadeloupéenne et donc marie-galantaise. Je n'ai vu aucune décision qui soit venue pour préserver ces économies-là, pour préserver donc les propriétaires de gîtes à Marie-Galante, les propriétaires de restaurants, les propriétaires de loueurs de véhicules en Guadeloupe, à Marie-Galante, pardon, qui subissent de plein fouet cette crise-là. Et j'interpelle, mais quand je vois l'état de la situation en Guadeloupe, j'ai envie de dire que nous, à Marie-Galante, je comprends pourquoi est-ce que de si loin, toutes ces problématiques-là sont encore plus accentuées. Je dois quand même relever que la région a quand même fait un travail intéressant. Il faut dire quand les choses se font, parce qu'il y a un dispositif qui n'a pas touché particulièrement les Marie-Galantais, mais qui ont mis en place donc un dispositif d'aide et d'accompagnement dès le début de cette crise-là. Et d'ailleurs, je les encourage et j'encourage la région à aller d'ailleurs encore plus loin dans ces dispositifs-là, parce que ça a permis à beaucoup de sociétés, à beaucoup d'entrepreneurs, que ce soit en Guadeloupe, à Marie-Galante, de tenir bon. D'accord ? Mais aujourd'hui, je crois qu'il faut aller plus loin. Et ça, c'est la présidente de l'Office de tourisme qui le dit. On a un secteur qui est largement sinistré. Et si je dois obtenir un soutien d'un quelconque représentant d'une institution de la CCI, ce serait un soutien direct pour les acteurs économiques à Marie-Galante. Et je sais qu'ils en sont capables. Merci maître pour cet entretien. Alors pour ceux qui se demandent pourquoi je n'ai pas de batterie de secours, j'ai même une recharge de batterie. Même l'iPhone, la façon qu'il est fait, techniquement comme le micro il fonctionne, je ne peux pas recharger ma batterie parce que c'est le même onglet pour recharger. Voilà, je vous ai donné les explications. Et puis un bon entretien comme ça, faut pas qu'il soit trop long. Faut aussi garder, regarder, partager. Ok, parce qu'après on dit ouais, nous qu'à parler trop. Mais vous inquiétez pas, Madame Gélabal et moi, nous aurons d'autres entretiens. Nous avons d'autres sujets à aborder et c'est pour ça que vraiment je sais même pas, il doit rester 2% de batterie. Les derniers mots, je vous les laisse, j'ai failli le tutoiement, je vous les laisse maître Gélabal vous adresser à la Guadeloupe.
Alors, je voudrais d'abord dire à la France qu'on tient bon. On est là, coûte que coûte, nous sommes debout, nous resterons debout. Je veux rassurer le monde international aussi qui nous suit, pour leur dire que la terre de Guadeloupe est une terre de liberté et que peu importe chacun à notre niveau, nous remplirons notre mission pour que cette liberté-là, très difficilement acquise chez eux, reste chez nous en Guadeloupe. Et puis, un peuple Guadeloupe au moins, Guadeloupéen, m'a envie de dire que ça Kembe Red, yo ka dit que ça en langue nous que c'est Molila qui raide. Nous ka vivons une situation qui est difficile. Moi sans commander c'est toujours plus solidarité, l'amour entre nous. Nous ni les soignants qui suspendent, Timouna yo qui vivent des bitins atroces, les entrepreneurs